Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. Et j'avais envie de créer quelque chose d'unique, soit le podcast Histoire d'hypercroissance, où on prend le temps de s'asseoir, de jaser et d'expliquer le parcours atypique de ces gens-là extraordinaires qui font la différence dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Anouk Lori, qui a quitté la Belgique pour venir s'installer ici au Québec avec son conjoint et sa famille et ensuite fonder Wasabi Coaching. C'est quoi Wasabi Coaching? C'est le coaching en leadership avec l'aide des chevaux et de la nature. Ça peut vous sembler bizarre, mais je l'ai vécu une journée avec mon équipe et je vous dis que c'est très transformatif pour créer ce team building-là et de passer au prochain niveau. Alors, je vous invite à découvrir son parcours atypique, son histoire incroyable. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Anouk Lori, bienvenue à ce podcast. Merci beaucoup, Cléo. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là. C'est un plaisir de te connaître et de te connaître encore un peu plus aujourd'hui. Oui, exact. Écoute, Anouk est à la tête, cofondatrice de Wasabi Coaching et on va connaître toute ton histoire. Et aujourd'hui, pour moi, tu es une invitée très spéciale parce que tu vas nous parler de la transformation du leadership à l'aide des chevaux. Donc ça, c'est comme, et ça me fascine, et je vais vous parler de ma propre expérience parce qu'avec mon équipe, on y a été, comme cadeau de Noël, je leur ai offert un Wasabi Coaching, et finalement, on a adoré ça, tout le monde, fait qu'on va avoir la chance d'en parler, mais comme je fais dans tous mes podcasts, moi, je suis contente d'avoir des gens experts qui sortent hors de l'ordinaire, qui ont des parcours atypiques. C'est un peu ça pour moi, histoire d'hypercroissance, parce que faut humaniser l'humain derrière des grandes révolutions, que ce soit de l'hypercroissance, de leadership, ou peu importe. Mais j'aime toujours commencer par connaître l'individu derrière ce modèle-là. Et j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours. Tu es d'origine belge. Exact. OK. Et je là, ne peux pas cacher mon accent. Non, c'est ça. Exactement, exactement. Alors, raconte-moi ton histoire. OK, ben je vais commencer puisque tu as introduit les chevaux. Ben je vais commencer par mon histoire à l'âge de 6 ans. Donc, à l'âge de 6 ans, je tombe en amour avec les chevaux. Puis, ils ont fait partie de ma vie pendant plusieurs années, je dirais, jusqu'à mes 23 ans. Entre-temps, j'ai un parcours où j'ai étudié l'équivalent d'HEC ici, puis j'ai fait un MBA en méthode quantitative de gestion, travaillé dans les entreprises, performance, leadership, changer de différents secteurs, un petit peu, parcours un peu classique, on voudrait dire, à la sortie d'HEC. La différence qui s'est passée, c'est qu'à 23 ans, moi, j'ai perdu mon cheval. Il est décédé. J'ai plus du tout en contact avec eux pendant 20 ans. Quand tu dis perdre ton cheval, il avait quel âge à ce moment-là? Il avait une quinzaine d'années à peu près. Oui. OK. Donc, depuis ton enfance, depuis 6 ans à 23 ans, est-ce que c'était le même? C'était-tu où il y en a eu plusieurs? Comment? Je veux juste comprendre ton univers parce qu'après, on va faire le lien. Le lien avec ça. Non, ça a commencé, en fait, mes parents, ils ont eu la mauvaise idée de me mettre sur le dos d'un cheval à 6 ans. Ça leur a coûté très cher par la suite, mais j'aurais énormément de gratitude par rapport à ça. Donc, j'ai commencé, je pense, comme tous les enfants, à monter d'abord simplement à cheval, mais la passion était tellement forte que finalement, ils m'ont accordé le droit d'avoir mon cheval puis mes chevaux à moi. J'ai établi des énormes relations avec eux. J'ai fait même la compétition, ce que je ne ferai plus aujourd'hui. Okay. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, peut-être. Oui. Mais donc, c'était vraiment une passion. Et puis, les chevaux, moi, quand j'étais adolescente, ils m'ont redonné confiance en moi. C'était mes confidences, c'était... ça m'a vraiment aidé dans mon développement personnel déjà, même si je n'avais absolument pas conscience que c'était du développement personnel à cet âge-là. À cette époque-là, mais il y avait une relation, comme souvent on va dire qu'un animal de compagnie va amener du réconfort, ou tu sais, l'être, tu sais, à poil, là, tu sais, avec qui est poilu, qui va être dans nos vies de tous les jours, là, tu sais, donc il va nous aider beaucoup. Puis là, mais là, quand tu dis à 23 ans, donc tu as eu des chevaux toute ta vie, et là, tu perds ton cheval, et là, tu t'es décroché complètement de ce monde-là? Oui. Complètement décroché. Si je le regarde de manière rétrospective, en fait, je pense avec une incapacité à gérer les émotions. Ah,
Ah, OK. Oui, je comprends. Ben Donc, oui. on devient Un blocage, voilà. puis on s'en va ailleurs pour fuir tout ce qui se passe à travers Exactement. ça. Exactement. OK. Pour moi, la fuite, ça a été le travail, ça a été la carrière, c'était bien sûr la famille. J'ai un magnifique conjoint et 2 adorables jumeaux. Ah, super. Et là, on a 23 ans et là, on continue la carrière. Oui. Et là, une carrière dans le monde de gestion. Explique-moi tes différents, le travail que tu as occupé. Varié de la petite entreprise à la grande entreprise, à la création d'entreprise par moi-même aussi. Donc, les postes variés, que ce soit autant dans la finance que dans la gestion pure, que dans la pétrochimie, que dans l'optimisation, puisque mon MBA, je l'ai fait en méthode quantitative de gestion, donc la création d'une entreprise, gestion de la production, etc. Donc, on est un petit peu au milieu de ce que je fais aujourd'hui, mais c'était ça ma carrière, jusqu'à un moment donné où il y a des choses qui ont commencé à coincer un petit peu. Mais ça a toujours été en Belgique parce que là, aujourd'hui, tu es maintenant résidente du Canada. Oui. Là, tu vis ici, tout ça. Alors là, ce que tu dis, c'est que ça commence à coincer. Fait que là, on a comme une carrière pendant 20 ans. Et là, je pense que c'est vers l'âge de 42 ans. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Oui. Un événement marquant. Oui, c'était un peu une succession de drapeaux rouges que j'ai probablement pas écoutés au début. Oui. C'était une fatigue physique, un moral qui descendait, qui n'était plus au top comme j'étais, une insatisfaction dans mon travail. Il y avait plein de choses, mais j'écoutais pas, je continuais à avancer. Mais il faut avoir le costume du leader. On avance, on continue, on est capable. Sauf que il y a des petits signaux aussi autour, des gens qu'on connaissait, ou etc., qui à 50 ans, boum, on tombe d'un arrêt cardiaque. Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vis la vie que j'ai envie de vivre? Pas vraiment. Donc le gros questionnement commence à ce moment-là, avec la décision à un moment donné de se dire, on va changer de vie avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il nous arrive quelque chose, comme les gens qu'on connaissait, qui tombent et qui vont s'effondrer. On a pris la décision, mais quelques mois après, l'élément vraiment marquant et déclencheur, c'est qu'effectivement, j'ai été diagnostiquée avec un cancer. OK. On a le choix à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On se roule en petite boule ou on se bat? Oui. Moi, j'ai pris la deuxième option. La deuxième option. Voilà, c'est ça. OK. Mais tout ça n'a fait que renforcer, en fait, le choix de dire, est-ce qu'on continue notre vie telle qu'on l'amène? Oui, c'est performant. Oui, ça fonctionne bien. Mais le mal-être, il est tellement là, puis le manque de bonheur est tellement fort que est-ce que ça vaut la peine? Exact. Bien, c'est drôle que tu dises ça parce que on s'entend-tu que la pandémie a amené son lot de réflexion? Là, aujourd'hui, on parle de grandes démissions, de gens qui se remettent tout en question. Moi, je l'ai fait quand j'étais enceinte de mon fils et mon père est décédé subitement, que j'ai changé de carrière. J'ai décidé de partir à mon compte à ce moment-là. Et c'est là que ces grands changements-là arrivent pas nécessairement facilement, je dirais non plus. Non. Puis vous avez mis un défi, je dirais une couche de plus au défi qui est d'immigrer ici, dans le fond, de déménager ici. Et pourquoi? Ça, c'était vraiment un rêve d'enfant, un rêve d'étudiant qu'on avait tous les deux. Mon conjoint et moi, on s'est rencontrés au cours de nos études. C'était un rêve d'étudiant qu'on avait de partir un jour à l'étranger, vivre une expérience à l'étranger, puis on l'avait jamais fait. C'était sur notre liste, mais on l'avait jamais fait. Okay. Donc ça, c'était une chose. Puis d'autres choses, c'était de se dire, nous, on avait eu l'occasion de voyager beaucoup. C'est ça l'avantage quand tu travailles et que tu es successful, c'est que tu peux voyager énormément. Donc on en avait profité, puis on était vraiment tombés en amour avec le Québec aussi, il y a longtemps de ça. Puis on s'est dit, dans la liste de nos rêves, allons-y. Vivons cette expérience-là. Puis j'ai toujours énormément de gratitude pour vous de nous avoir accueillis ici avec un cœur immense, une gentillesse immense. On s'est sentis à la maison très, très vite. Donc, merci beaucoup pour ça. C'est merci à toi et tout l'impact positif que tu es en train de créer pour nous. Là. Moi, je te renvoie l'appareil. Mais à ce moment-là, lorsque c'est en 2012 que vous avez décidé de déménager, les enfants ont quel âge à ce moment-là? Ils ont 11 ans. OK, les deux. Et là, on arrive ici au Québec. Et là, est-ce qu'il y avait une définition très précise de ce que vous vouliez faire? Comment ça m'a... Oui.
Pas oui, du tout. Pas du tout, hein? Non. C'était vraiment l'aventure de dire, regarde, on change, on tourne la page, oui. Puis on écrit un nouveau chapitre de notre histoire. Exactement, tout à fait. Donc, on est arrivé ici en se donnant le droit d'avoir une page blanche. Oui. Le droit de prendre du temps, parce qu'on court trop. Mais c'est tellement... J'en ai des frissons quand tu me dis ça. Est-ce que... Je ne sais pas combien... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui... Puis là, je veux chaude du coq à l'âne, mais oui. Aujourd'hui, je pense qu'on se donne... Personne ne se donne assez le droit de créer sa propre page blanche. Exactement. On est pris dans une routine, dans un quotidien, et la pandémie a accentué ça. Oui. Alors, explique-nous, quand on se donne le droit de la page blanche, là, en 2012, qu'est-ce que ça donne? Ça a été quoi les étapes jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, oui. Donc, 2012, c'est la décision de bouger. 2013, on arrive ici en juillet au Québec. Oui, on avait un petit peu de travail à gauche, à droite, juste pour payer un petit peu le reste des factures, mais sinon, le reste, on se donne le temps d'explorer. Puis, on en profite pour visiter le Québec. Moi, dans ma page blanche, alors, il n'y a pas un seul cheval dans le paysage. Ça fait 20 ans qu'il n'y a plus un seul cheval dans ma vie, que je ne les touche plus ou quoi que ce soit. Au détour d'une balade dans la direction de Mont-Tremblant, mais je vois une ferme le long de la route, puis il y a les larmes qui me coulent. Wow! Et ça ne s'explique pas. Et je ne l'explique pas. Il n'y avait pas de cheval, il y avait juste une ferme. Mais le message est revenu très vite pour moi. C'est il faut qu'il y ait des chevaux qui reviennent dans ma vie. Mais si je ne m'étais pas donné le droit de me poser, de rien faire, j'aurais pas visité votre beau pays, j'aurais pas fait tout ça, j'aurais pas eu cet appel-là. Puis les choses sont bien faites. 2 semaines après, à peu près, environ de ça, il y a un journal de notre université en Belgique qui arrive, je ne sais pas comment, jusqu'au Québec. Et il y a 2 phrases dans ce journal d'une personne qui partage son expérience de coaching en partenariat avec les chevaux. Moi, il y a mon cœur qui a explosé à ce moment-là, c'est ça. J'ai dit à mon conjoint, tu sais, on va pas vendre du chocolat belge au Québec, là, c'est ça, ou quoi que ce soit, ou quelconque projet. Je dis, moi, c'est ça que je veux faire. C'est ça, parce que ça réunit absolument tout ce qui, moi, m'allume. C'est prendre soin de l'humain, faire grandir l'humain. C'est ce qui m'allumait dans mes jobs précédents. C'est le contact avec la nature, c'est être dans la nature, puis c'est apprendre de la sagesse des animaux. Quoi de plus? Donc, c'est vraiment un appel qui s'est vraiment produit pendant ce temps de pause, parce qu'on a exploré des tas de choses. Hein. C'est pas la seule idée qu'on a eue, on en a eu plein. Mais dès ce moment-là, pour moi, c'était très clair. C'est très clair. Et les chevaux. Et là, comment ça se passe dans le sens où, là, c'est bon, on a la vision. Oui. Mais quelles sont les étapes? Parce que, tu sais, tu es dans un autre pays, on recommence, on réapprend. Oui. Là, est-ce que la santé est bonne? Tout est sous contrôle quand tu es arrivé ici? Oui, j'ai une équipe formidable en Belgique qui m'a bien suivie, connaissant la date du déménagement, qui m'a dit, écoute, on te fait confiance, changement de vie, ça fait partie de la guérison, donc go, go, go. Okay. Donc la santé, ça va bien, puis je suis toujours là, ça fait 9 ans. Excellent, OK. Et là, tu arrives et là, l'image, tu sais, quand on parle d'un vision board, là, il y a une ferme puis il y a des chevaux. Oui. Puis là, c'est clair. Donc là, c'est quoi les étapes? Les étapes, c'est que ça se fait pas. Ce travail-là, on le fait pas juste parce que, moi, j'aime bien les chevaux. Puis, oui, j'ai une expérience dans l'entreprise. On va mettre les deux ensemble, etc. C'est pas moi, ça. Moi, c'est juste, quand je veux faire les choses, je veux les faire de manière professionnelle et approfondie. Donc, je suis partie, j'ai cherché c'était quoi la meilleure formation pour moi au monde pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, je suis partie étudier aux États-Unis, en fait, dans une académie qui ne fait que ça. Donc, je suis partie pendant 1 an, j'ai fait des allers-retours là-bas pour apprendre le métier, devenir coach certifié en apprentissage facilité par les chevaux. J'ai continué pendant 3 ans à travailler pour l'académie aux États-Unis pour vraiment apprendre toutes les finesses, toutes les subtilités du travail, apprendre le maximum d'expérience aussi, en plus à l'international. Donc, ça me donnait une carte en plus. Ben oui. Que j'ai encore approfondie avec une autre formation il y a 3 ans de ça pour vraiment apprendre la spécificité de ce travail-là, mais pour les entreprises, pour les organisations, pour développer le leadership. Parce qu'on peut faire du coaching avec les chevaux dans plusieurs domaines. Mon domaine de cœur, c'est le leadership et la transformation des organisations. Qui vient rejoindre exactement ton parcours. Oui. Et probablement, comme tu dis, ce que tu aimais et le X de tout ton travail était de connecter avec l'humain, de faire grandir l'humain dans tes postes de gestion. Et même si tu faisais de la productivité, c'est toujours de revenir à ça. Et là, et quand tu racontes ça à la famille là-bas, que tu vas avec les chevaux, ça a été quoi la réaction?
On est un peu pris pour des fous. Hein. Oui. Ça va pas fonctionner, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas devenir pauvre, ça n'a pas de sens, c'est complètement absurde. Enfin, toutes sortes de commentaires comme ça. L'étiquette typique de, ben là, tu te lances en affaires et ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ça va pas marcher. Oui. Combien tu penses d'entrepreneurs se font dire ça au démarrage de quelque chose? Nombre, j'imagine. Oui, hein, qui sort de l'ordinaire et tout. Mais là, vous y croyez, c'est votre projet. Oui. Dans la nouveau chapitre. Oui. Et là, vous avez acheté une terre. Comment ça fonctionnait? Là, tu fais ta formation pendant 3 ans. Là, après ça, comment ça fonctionne? J'ai commencé à pratiquer tout petit avec un cheval, puis 2 chevaux, puis 3 chevaux dans une écurie qui était publique. C'est simplement venu très rapidement à mon attention que la confidentialité, le calme, qui sont des éléments propices en fait à l'apprentissage et n'était pas présent dans une écurie publique. Donc, très vite, pour nous, c'est devenu évident. On se dit, on y va, mais à fond. On va s'acheter une terre, puis on va développer notre propre centre de formation et on va avoir nos chevaux. Il n'y a pas de pensionnaires chez nous, il n'y a pas de clients qui font de l'équitation chez nous. C'est vraiment, on a construit depuis la forêt, on est parti de la forêt. Il y a tout un projet là derrière aussi, là, mais on est parti de la forêt chez nous pour construire en fait tout le centre depuis zéro. Depuis zéro. Oui. Et ce centre-là, dans le fond, il est situé à quel endroit? Il est situé à Morin Heights, à la limite entre Morin Heights, Saint-Sauveur et Mille-Îles. C'est une super bel endroit. Moi, j'ai eu la chance d'y aller avec mon équipe et l'environnement que tu as créé, c'est extraordinaire. L'écurie, tout est en bois. Les chevaux, là, tu es rendu à combien? 6 chevaux, OK. Puis là, on va tout rentrer dans l'expérimentation des chevaux, mais on met la contexte. Fait que là, on a Anouk, qui tout petite aimait les chevaux. 23 ans, vit un deuil, met ça de côté. Décide à 42 ans, un flash, décide de venir ici. Et là, on découvre une passion qui revient, qui rejaillit en fait à nouveau avec les chevaux. Puis là, on ne fait pas les choses à moitié. Hein? Tant qu'avoir fait un MBA, tout ça, on va aller chercher la meilleure formation aux États-Unis. Hein? C'est sûr, il ne faut pas faire ça, c'est ça. Puis juste pour savoir, parce que, tu sais, ça sort de l'ordinaire quand même. Oui. OK? Tu sais, c'est comme la première fois, moi, j'ai entendu ça. Je me rappelle, c'est Stéphanie Fugère qui est passée sur notre podcast d'Orange Trafic. Elle dit, Cléo, elle dit, toi puis tes clients, il faut que tu essayes ça, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je dis, hein, les chevaux. Puis là, je vais voir toute l'information sur le site web. Puis là, je suis comme, hey, c'est original, c'est intéressant. Et là, j'aimerais ça, justement, que tu nous amènes un petit peu dans l'univers de... Tu sais, les gens pourraient dire, c'est quoi le rapport? Oui. Fait qu'explique-nous un peu, tu sais, c'est quoi le rapport de le leader avec le cheval? Explique-nous ça un peu. Oui, il y a... Puis le regard que tu as dû faire, je pense que je le rencontre à chaque fois. C'est quoi le lien entre les chevaux et le leadership ou le team building ou le développement des organisations? Je l'aborde souvent selon 2 points. Premièrement, c'est l'angle, ce qu'on appelle du biomimétisme. Oui. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut être inspiré par la nature? Qu'est-ce qui se fait dans la nature et qui peut être intéressant pour nous au niveau des organisations? Et pourquoi le cheval en particulier? Mais le cheval en particulier, c'est quoi les liens avec, si je veux prendre un troupeau de chevaux et une équipe, par exemple? Oui. Ben, c'est quoi la mission des chevaux? Survivre. Oui. Prospérer. Souvent la même dans nos entreprises, c'est ce qu'on veut. On veut survivre et on veut prospérer. Dans un environnement qui est changeant, qui est incertain, qui est parfois hostile. C'est la même chose chez nous dans nos entreprises. Ils ont décidé pour pouvoir assurer cette mission-là, il fallait être une équipe. Parce que tout seul, un cheval, c'est une proie, comparativement à un chien, un chat, un loup, parce que parfois des gens me demandent, mais pourquoi tu ne fais pas se travailler avec un chat, un loup, ou quoi que ce soit? C'est que c'est une proie. Donc c'est un animal qui est hypersensible. Donc s'il devait vivre tout seul dans la nature, il mourrait simplement. De nouveau, le rapport avec nos équipes. Oui. Ils sont plusieurs. On collabore pour servir la mission. Pour pouvoir servir cette mission, la nature, c'est très bien fait. Qu'est-ce qu'on observe dans la nature? C'est une diversité. C'est un élément clé dans la nature. Donc, ce sont des chevaux de races différentes, d'âges différents, qui dans la nature, même les miens sont domestiqués en partie, mais ils vont s'unir et ils vont utiliser les talents divers dans cette équipe, ce troupeau, pour servir la mission globale, en fait, qui est la leur. Donc, ça fait déjà à la base toute une série, en fait, de parallèles qu'on peut voir simplement par le mode de fonctionnement des chevaux et le mode de fonctionnement d'une équipe.
Au-delà de ça, c'est quoi le lien avec le leadership? C'est pour assurer cette mission, il faut une structure de leadership, il faut un type de leadership qui soit efficace. Puis dans la nature, si on regarde les chevaux, ça fait des millions d'années qu'ils survivent. Donc finalement, nous les humains, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu intérêt à aller voir qu'est-ce qui se fait? Et apprendre de eux et d'observer. Oui. Donc il y a une partie d'observation, apprendre d'eux et d'observer. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui peut nous inspirer? Comment dans leur fonctionnement, y a-t-il des choses qui peuvent nous inspirer et nous faciliter la vie, nous? Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est le travail expérientiel en interaction avec l'animal. Vu que c'est un animal qui travaille selon tous ces critères-là qu'on a décrits, quand il y a un humain qui vient avec lui, il va le regarder en disant « Tiens, mais est-ce que tu pourrais être potentiellement un membre de mon troupeau? Mais à quoi tu sers? Est-ce que tu as un leadership? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux te donner ma vie dans tes quatre pattes? Est-ce que je peux te la donner? Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as une direction? Est-ce que tu es capable de collaborer avec tous les membres du troupeau, oui ou non? Si toutes ces caractéristiques ne sont pas là, c'est inné pour le cheval, il va dire « Je ne collabore pas avec toi ». Et je l'ai vécu. Oui. Mais c'est tellement important et pertinent ce que tu amènes là. Puis je pense que tu amènes un niveau qu'on ne parle pas dans le leadership. L'espèce de leadership, là, on parle beaucoup de le leader, comment qu'on l'appelle, là, tu sais, bienveillant, éveillé, consciencieux. Tu sais, là, on sent qu'il y a comme un changement dans la façon de gérer et que le leadership authentique, c'est le vrai bon leader, mais le leader aujourd'hui directif, puis suivez-moi, on sait où est-ce qu'on s'en va, ça marche pas, tu sais. Et j'ai une anecdote à raconter par rapport à ça avec l'équipe. Alors moi, tu nous faisais faire des exercices, on est 3 membres de l'équipe, on est là, et c'est tellement puissant quand tu parles de l'expérientiel. Je veux juste rajouter cet élément-là. Moi, dans mon profil de personnalité, je suis une jaune-rouge. Fait que moi, ça bouge, il faut que ça brasse, puis ça va jamais assez vite. Et mes 2 collègues ont des profils beaucoup plus de collaboration. C'est des vertes, ils vont écouter, ils vont être très calmes, on va parler, on va, tu sais, donc, mais moi, et là, j'ai eu l'image. Je le savais que j'étais comme ça. Mais des fois, on n'a pas conscience de notre leadership, de dire, ben moi, j'ai un bon leadership. Non, oublie ça. Alors là, tu nous as fait faire plein d'exercices, et un des exercices que tu nous as fait faire, c'est il fallait décider quelque chose ensemble, puis tu dis, atteignez l'objectif ensemble. Puis on en avait parlé, mais moi, je suis partie avec le cheval, tu sais. Puis là, tu m'as dit, Cléo, regarde tes 2 collègues. Mais là, j'ai comme eu un flash de, OK, je suis comme ça, là, tu sais. Là, je suis comme, tu sais, puis j'ai tendance à être comme ça. Alors, il y a quelque chose de puissant pour la compréhension, au-delà d'une formation en ligne, de lire un livre, de se faire coacher, de se faire... Il y a tout un autre univers de connecter avec la nature, puis ils donnent leur juste, là. Tu peux pas... tu sais, c'est un langage universel. Tu sais, ça, j'aimais ça quand tu nous expliquais ça. C'est un langage universel. Fait que là, j'ai repris l'exercice différemment pour faire... Fait que, tu sais, c'est juste pour vous donner un exemple, tu sais, à nos auditeurs, la puissance, de la nature. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de méditation connectée avec la nature. Les gens se sont éloignés des grands centres urbains pour s'en aller là. Mais une équipe de leadership se doit de se connecter à son troupeau puis à comprendre c'est quoi les dynamiques qui fonctionnent, à l'essence même de chacun des humains puis ce qu'ils réfléchissent puis ce qu'ils pensent. T'as 1,000,000% de raison. C'est ça. Mais puis raconte, puis poursuis un peu là-dedans. Tu sais, je voulais donner mon anecdote parce que ceux qui me connaissent vont sûrement rire, dire c'est tellement Cléo. Mais tu sais, moi, j'ai pas peur. J'étais là puis je t'ai dit, coach-moi puis dis-moi ce que j'ai à apprendre. Tu sais, il faut grandir. Mais c'est quoi la puissance de toute cette compréhension-là puis cet écosystème-là que tu as créé? Oui. Puis, merci pour ton partage d'expérience. Puis ce qui fait juste petit pouce sur ce que tu viens de dire, là, ce qui fait un bon leader, c'est sa vulnérabilité aussi. Puis c'est le courage d'aller là, puis toi, tu l'as eu, même face à ton équipe. Et donc, pour moi, ça, c'est une caractéristique essentielle des bons leaders. Donc voilà, je voulais juste te retourner tout ça. Merci. On essaye, en tout cas, du moins, mais la confiance, tu as parlé beaucoup de la confiance aussi, tu sais, c'est comme ces éléments-là. Oui, c'est ça. Il y a plein d'éléments sur lesquels on peut travailler et que le cheval va travailler de manière
tout à fait naturel. Puis comme tu le dis, ben, le feedback qu'il va donner, il n'est pas verbal. Il parle pas, il nous parle pas, mais il est non-verbal. Puis dans son non-verbal, ben, vous avez le visuel. Donc effectivement, comme tu dis, c'est super intéressant de lire des livres, d'apprendre des concepts, de suivre des formations en ligne, etc. Il manque un élément là-dedans. Enfin, pour moi, il manque 2 éléments là-dedans. Le premier élément, c'est l'expérientiel. C'est entre lire et le pratiquer. Puis le pratiquer, pas seulement avec quelqu'un qui... OK, ben avec ton équipe, il y a toujours un biais. Mais t'es le boss. I am the boss. J'adore ton chandail aujourd'hui. T'es le boss. Donc, est-ce que je vais te donner, moi, en tant que membre de l'équipe, un feedback qui est 100% authentique sur ton leadership ou pas? Donc, c'est d'avoir l'opportunité, en fait, de tester, de venir tester tous tes soft skills de leader avec quelqu'un, un être qui va te donner un feedback 100% juste. Pas beaucoup de compassion dans son feedback. Parce que si tous ces soft skills ne sont pas présents, mais comme on le disait, il va pas collaborer. Donc, il y a ce côté expérientiel, c'est le vivre, c'est le ressentir au niveau somatique aussi. Ça, c'est pas simple dans la vie folle que les gens vivent aujourd'hui. Non. Et surtout, je vais parler des entreprises en hypercroissance. Donc, Oui. moi, les entreprises que j'accompagne, ce sont tous des leaders brillants qui cherchent des zones de haute performance. Puis la dernière affaire pour être encore plus productif, plus performant. Mais là, la pandémie a fait l'envers de la médaille pour dire, OK, attends une minute, c'est plus comme ça que ça fonctionne, il faut connecter. Mais il y a comme un mal d'être à connecter avec son essence. Oui. On roule, comme on le disait au début, on roule tellement vite et on roule tellement à la performance qu'on oublie de prendre ces temps de pause, puis le temps de s'écouter. Le temps de s'écouter soi et de revenir à ce côté purement authentique. Donc, de s'écouter soi, mais d'écouter l'autre aussi. Oui. C'est quand on est un leader performant, puis tu l'as vécu, merci beaucoup pour ton exemple, on veut le mieux, on le fait avec bon cœur, on pense qu'on fait le mieux possible, et on avance, puis on oublie de regarder. Et nos équipes, comment elles vont? Est-ce qu'elles sont à la bonne place aussi? C'est beaucoup d'exercices qu'on fait aussi, c'est d'aller voir, mais c'est quoi les talents de ton équipe? C'est quoi les vrais talents de ton équipe? On les met dans des cases, boum, 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 boum. Mais c'est quoi le talent naturel de ton équipe? Parce que c'est dans le talent naturel que tu vas être le plus performant. Puis là, ça se voit quand on fait des exercices chez nous. L'avantage de l'expérientiel, c'est qu'entre ce que notre mental pense savoir comme étant le mieux, dans la réalité, c'est peut-être pas ça. Donc, avec l'expérientiel, bien là, on va briser et en fait, on va rebrasser un petit peu toutes les affaires pour permettre en fait de voir les talents de chacun. C'est quoi? Qui tu es vraiment en fait? Est-ce que je t'écoute vraiment? Est-ce que je t'inclus vraiment? Est-ce que moi, je communique de manière claire ou pas? Donc, c'est toute une série de choses qu'on peut faire dans l'apprentissage expérientiel avec, comme tu dis, la notion de feedback sans jugement qui est très claire. C'est sûr que tu as l'équipe de coach derrière qui lit en permanence le non-verbal des uns des autres, le verbal des uns des autres, qui va ramener tout ça dans les concepts de votre entreprise, de votre réalité que vous vivez, et on va mettre les plans d'action en place aussi. Puis, as-tu des faits cocasses ou des anecdotes que tu pourrais nous parler, mettons, là, de choses qui ont été révélatrices dans le coaching ou des choses, tu sais, des gens qui ont eu des breakthroughs ou des... Oui, plein. Moi, j'ai une image que j'adore. C'était une équipe de 20 personnes qui étaient venues travailler chez nous. Puis, c'est une équipe, parfois, tu connais les couleurs, là, quand il y a beaucoup de rouge dans une équipe, ça déménage. Oui. Ça déménage énormément. Donc, dans l'équipe, là, beaucoup de rouge, ça parle et ça jase, et OK, puis on y va pas mal dans la dominance avec les chevaux. Tu vas aller, quand je vous demande d'aller du point A au point B, d'emmener mon cheval du point A au point B sans utiliser ni de carotte, parce qu'on ne peut pas tricher, ni de laisse, parce que sinon c'est vraiment pour diriger, en toute liberté. C'est quoi les caractéristiques de leader que tu vas utiliser pour devenir inspirant vis-à-vis du cheval, pour l'amener? Les rouges, oh, go, on y va. Et puis mon cheval, il galopait, mais il collaborait absolument pas. La seule chose qu'il souhaitait faire, c'était d'échapper à cette pression-là. Il s'en courait. Donc on fait des pauses, on reparle, on parle stratégie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Et ça parle, il réessaye.
ne marche toujours pas. Le cheval continue à galoper tout autour, ne veut absolument pas collaborer. Il les regarde, il respire. Finalement, ils se remettent encore ensemble. Ok, on va peut-être essayer quelque chose d'autre, différemment. Donc, ils jasent. En attendant, pendant que le groupe est en train d'essayer de trouver une stratégie pour emmener toujours ce même cheval tout énervé du point A au point B, il y a une personne qu'on n'avait quasiment pas entendue de la journée, qui tout d'un coup sort du groupe, sans rien dire à personne. Sort du groupe, puis je l'observe, il marche, et il va rejoindre le cheval. Et il prend quelques minutes. Il caresse le cheval. Il connecte avec le cheval. Je ne sais pas tout ce qu'il lui dit ou tout ce qu'il fait. Puis il commence à marcher. Et le cheval le suit du point A au point B. Ça a été révélateur pour l'équipe. Parce que cette personne-là était quasiment invisible, je veux dire, dans l'équipe. Et ce jour-là, ils ont découvert non seulement tous les types de leadership, etc., mais ils ont découvert des talents dans cette personne-là. Ils l'ont du coup vu comme étant un leader différent d'un rouge ou quoi que ce soit. Qui avait une contribution énorme pour l'équipe. Exactement. Oui. Ouais, c'est le genre de petites choses. C'est le genre de choses. C'est tellement pertinent parce qu'on s'entend qu'il y en a sûrement des leaders silencieux qu'on ne fait pas assez éclore et épanouir au sein des équipes, là, et tout ça. Puis quand tu parles des différents styles de leadership, parce que j'aime ton approche, comme, au-delà de ça, fait que c'est quoi les différents styles de leadership et l'impact que ça a sur les chevaux? Tu peux-tu juste m'en dire davantage? Oui, et volonté, moi je travaille avec celui qui est celui de la nature, celui qui est des troupeaux de chevaux, donc il y a des modèles de leadership qui sont typiques avec les chevaux qu'on répercute dans les équipes où tu as la sentinelle qui est le cheval qui va aller observer tout, récolter toutes les informations à l'extérieur. On en a besoin dans nos entreprises, c'est la veille technologique ou quoi que ce soit d'autre. On a le nourricier dans le troupeau aussi, c'est celui qui va prendre bien soin de tout son troupeau. On en a aussi dans nos équipes comme ça, puis on en a besoin. On a le dominant, il en faut des dominants. Il en faut des dominants dirigeants, on appelle plutôt ça comme ça, parce que de temps en temps, oui, il faut y aller, il faut se mettre en mouvement, puis il faut motiver nos équipes de manière un petit peu plus forte. Il y a le leader principal, on va dire, c'est celui qui va gérer son troupeau, qui a la vue d'ensemble de son troupeau, qui va s'assurer que tout le monde est à la bonne place, que l'énergie n'est pas trop consommée. Principe majeur dans la nature, ne pas surconsommer de l'énergie, ne pas épuiser son troupeau. Ce que nous les rouges, on a un peu tendance à faire beaucoup, tellement on brasse des affaires. Donc lui, c'est le leader calme, le leader qui va prendre soin de tout le monde. Et le dernier type de leadership qu'on va retrouver chez les chevaux, le dernier type de rôle, c'est le prédateur. Surprenant dans un groupe d'animaux qui sont des proies, mais ce leadership prédateur, ils en ont besoin pour pouvoir éventuellement chasser justement un prédateur qui s'introduirait dans le troupeau. Et nous aussi, dans nos équipes, en fait, on a besoin de ces 5 rôles-là, de ces 5 types de leadership. Tous sont des leaders. Moi, je dis souvent dans vos équipes, tout le monde a un leadership. C'est un modèle que j'utilise, mais on peut utiliser le modèle rouge, vert, jaune, bleu. On peut utiliser, nous on travaille avec le Clifton, avec les forces de leader. On peut jouer énormément. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question comme ça. Oui, puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'avec les 6 chevaux que tu as chez toi, ils ont tous leur rôle, naturellement. Puis, tu sais, explique-nous un peu, tu sais, quand on parle de la force de la nature, puis justement, ces rôles-là. Oui, et c'est surprenant parce que les rôles que je viens de te décrire, là, c'est pas moi qui les ai inventés, je rends tout l'honneur à Linda Kohanov qui les a créés. Livre très intéressant, si vous voulez, je vous donnerai des références très intéressants à lire. Mais ça, c'est ce qu'on observe dans la nature. Or, nous, puis ça, c'est aussi un très, très bon parallèle avec les entreprises, nos troupeaux ne sont pas des troupeaux naturels. Ce sont des troupeaux de chevaux qui sont domestiqués, que j'adopte de divers endroits, puis que je mets ensemble. C'est une famille recomposée. Oui. Ben, c'est comme une équipe. Oui. De nouveau, on va chercher des talents à gauche, à droite, et puis on les met ensemble, puis on voit comment est-ce que ça fonctionne. Donc, au fur et à mesure que moi, je fais grandir mon troupeau, ben, il y a une dynamique qui se passe. Ben, il y a d'abord une dynamique de onboarding du nouveau. Oui.
comment ça se passe. C'est fascinant, mais je peux passer tout un podcast sur ça. Je vais pas rentrer là-dedans. Mais tout ça, donc tous les parallèles entre l'importance de l'intégration du nouveau membre de l'équipe ou du troupeau devient importante. C'est ça. Quel est son rôle, lui? Et quelle est sa personnalité? En fonction de ça, le leader du troupeau, à un moment donné, va dire « OK, ça y est, tu peux rentrer dans le troupeau parce que j'ai vu qui tu étais, j'ai vu quel rôle tu pouvais prendre, c'est quoi tes talents, et j'ai vu que tu pouvais être responsable pour ton rôle aussi. » Cette notion de responsabilité est majeure dans la nature aussi. Il faut que tu prennes ta responsabilité de leader, où que tu sois dans l'organisation. Donc voilà, tout ça, ça se fait, puis ça se réajuste. Mon petit nouveau qui était arrivé il y a 2 ans, mais il a commencé comme sentinelle, ce sont les plus bas dans la hiérarchie. Je dis souvent, il y a une différence entre les rôles et la hiérarchie, c'est 2 concepts complètement différents. Donc il a commencé le plus bas dans la hiérarchie en ayant le rôle de sentinelle, puis maintenant c'est ton picot dont tu es tombé amoureux, je pense. Oui, exact. qui est monté et qui maintenant est devenu le bras droit du leader parce qu'il a pu prouver, il a écouté, il a appris, il observe. Et le leader majeur du troupeau lui apprend, le prend. C'est fascinant de pouvoir observer ce transfert d'informations qui se fait du leader principal du troupeau vers sa relève, en fait. Donc c'est... Voilà, je peux parler toute la journée. Il faut que tu m'arrêtes. Mais j'adore. Mais en fait, tu sais, Fait que là, on a parlé, tu sais, justement, l'impact du leadership avec les chevaux, puis de par ton parcours à toi, tu sais, de l'évolution que tu en as fait, de dire, regarde, je le savais pas. Il y a plusieurs fois, tu sais, quand tu nous as décrit un peu ton parcours, il a dit, il y a plusieurs moments, je le savais pas à ce moment-là, je le savais pas. Alors, j'imagine que ton intention avec Wasabi Coaching, c'est d'être capable de dire, est-ce que je peux permettre à certaines équipes d'accélérer cette compréhension-là de soi? Oui. Puis est-ce qu'il y en a qui sont dans le néant, là, tu sais, qui savent pas par où le prendre, comment commencer? Puis comme tu dis, c'est toute la bonne intention, mais des fois, elle nous draine de l'énergie, puis on n'est juste pas à bonne place. Exactement. Fait que c'est quoi les apprentissages, tu sais, qu'est-ce que tu recommandes à des gens là, qui se sentent interpellés par ton message présentement? Effectivement, moi je dis souvent, si vous avez la volonté de devenir un meilleur leader, si vous avez la volonté d'avoir des équipes qui soient plus performantes, mais aussi moins drainées. Oui. Parce que c'est ça l'objectif, là, c'est que tout le monde reste en vie quand même, que tout le monde ait du bonheur et du plaisir à travailler ensemble, à servir cette mission. Donc, venir chez nous, c'est se confronter un petit peu à tout ça, de voir, tiens, est-ce qu'on est bien en alignement avec ça, avec la mission de l'entreprise, la mission de l'équipe? Est-ce que l'équipe, comment dans son fonctionnement, est-ce qu'il y a du fine-tuning qu'on pourrait faire ou des gros changements qu'on pourrait faire, que ce soit au niveau du développement personnel, du leadership? Chaque leader en tant que personne individuelle ou en tant que collectivité, Donc, on va aller travailler sur vraiment différents thèmes. Si je travaille avec un leader de manière individuelle, toujours c'est du sur-mesure, bien sûr, mais on peut améliorer sa confiance en lui, comment il communique, comment il va aller jouer avec ces différents types de leadership, justement, parce que, imaginons, dans certains cas, tu dois être un petit peu plus dominant. Dans certains cas, tu dois être un petit peu plus... en retrait ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, on va aller travailler vraiment le leadership individuel là selon différents thèmes, ou si c'est une équipe qui veut vraiment se transformer. Là, moi, le critère que je vais regarder avant d'accepter quelqu'un qui vient chez nous, c'est de la volonté de vouloir se transformer. Est-ce que vous voulez vous transformer? Est-ce qu'il y a un objectif là derrière? Oui. Et c'est quoi vos défis? C'est quoi vos challenges à aujourd'hui? Si ça rentre dans toute une série de choses qu'on peut observer avec les chevaux, que je sais que les chevaux peuvent apprendre, oui, le match, il est parfait. Oui, je comprends. Puis c'est ça revient à la base, hein, la volonté, l'humilité, de se faire aider aussi, la vulnérabilité, de dire, regarde, j'ai toujours quelque chose à apprendre, parce que c'est une expérience en soi. C'est très différent de ce qu'on peut connaître d'habitude. Oui. Et là, si on se projette, ce serait quoi la vision, tu as fait la formation aux États-Unis, jusqu'où ça peut aller, ça, dans le sens que, c'est quoi ta vision par rapport à ça, l'apprentissage par les chevaux?
Ma vision pour Wasabi, elle est multiple. C'est sûr qu'elle est locale à aujourd'hui. Elle est locale avec déjà un pied dans l'international. Donc, ma vision, c'est de continuer, c'est de toucher le plus de monde possible pour accélérer justement cette transformation. Moi c'est mon rêve ultime, là, c'est qu'on puisse toucher de plus en plus de monde, pas seulement ici, mais c'est aussi d'aller à l'international. Donc, on est en train de constituer nos équipes. On travaille déjà à l'international sur des projets bien spécifiques. Mais c'est d'avoir l'équipe Wasabi internationale pour pouvoir offrir que votre compagnie, elle ait un bureau ici, un bureau aux États, un bureau en Europe. Et c'est la même formation qu'ils vont pouvoir suivre. Donc, ça, c'est une première vision de pouvoir grandir. Ça, de toucher de plus en plus de monde. Puis, il y a un autre projet par derrière, mais je sais que tu veux en parler un peu plus tard. Oui, un peu plus tard. Puis, quand on parle de la structure, pour que je comprenne bien aussi, parce que là, les gens souvent vont dire, oui, du coaching avec le cheval, mais peux-tu nous donner du concret? Parce que là, tantôt, tu me parlais, juste avant qu'on débute, tu me parlais, il y a différents modules. Oui. Tu as soulevé un petit peu la confiance en soi, mais j'aimerais ça que tu m'expliques concrètement. Mettons que tu fais un module, c'est quoi les exercices que tu peux faire avec les chevaux à ce moment-là? Juste pour qu'on comprenne la mécanique derrière. Oui. Le module de base, tout le monde doit y passer. Parce que le module de base, c'est le leadership authentique. C'est vraiment, et je vais rentrer dans celui-là. Après, on peut avoir d'autres modules sur, effectivement, la communication, sur l'intelligence émotionnelle, sur la diversité et l'inclusion. Donc, tous des termes qu'on va retrouver dans les principes de vie de la nature et dans l'organisation. Donc, dépendamment de ce que l'entreprise a besoin, elle peut aller choisir ces modules et on va développer, le faire vraiment sur mesure, que ce soit une journée ou que ce soit un programme sur 6 mois, 2 ans, peu importe. Si on prend, par exemple, concrètement, c'est quoi un module sur le leadership authentique? Tu l'as un petit peu vécu. Là, vous arrivez chez nous, on vous partage un petit peu quelques informations de base, mais après, on vous met tout de suite dans l'arène. Un exercice de base qu'on vous fait faire, c'est OK, on joue avec un cheval en liberté, puis vas-y, fais le marcher, fais le courir, fais lui changer de direction. Sans instruction autre que cela. Nous, ça nous permet en fait de vraiment voir, mais comment est-ce que la personne réagit face à un défi? Comment est-ce qu'elle rentre en communication avec un nouveau membre de l'équipe qu'elle ne connaît pas? Quel est le temps qu'elle consacre à l'écouter? C'est qui? C'est quoi sa personnalité? Puis on a partagé quelques informations avant dans l'introduction de l'atelier. Est-ce qu'elle les a retenues? Est-ce qu'elle y a prêté attention? Donc, comment est-ce qu'elle va créer ce lien de confiance avec ce nouveau membre de l'équipe, par exemple, ou ce client, on peut mettre la métaphore qu'on veut, qu'on veut dessus. Et puis après, comment elle va mettre cet animal-là, puis la métaphore, c'est pour le nouveau membre de l'équipe ou un client, comment est-ce que je vais le mettre en mouvement? Pour nous, les coachs, comment est-ce qu'on va mettre notre client en mouvement? Avec quelle énergie je vais faire ça? Avec quelle direction, quelle intention? Puis là, on voit en fait toute la personnalité de l'humain qui sort, en fait. Tout est dans le non-verbal. Il y a beaucoup de gens qui vont parler, mais le cheval, lui, il n'en a rien à faire de toutes les belles paroles que tu vas lui dire. Il va aller voir à l'intérieur de toi. OK, mais pourquoi est-ce que tu veux m'emmener de là à là? C'est quoi l'objectif? C'est quoi ta vision? C'est quoi? Avec quelle énergie, avec quelle assertivité, avec quelle confiance tu me le mets? OK, si la confiance est là, il va commencer à vous écouter. On va le voir, ses oreilles vont commencer à se pointer sur vous. Ensuite, c'est, bon, OK, mais comment est-ce que je communique maintenant? Moi, je communique beaucoup avec mes mains. Oui, moi aussi. Parce que je bouge beaucoup, puis je prends un petit bâton, un drapeau, quoi que ce soit. Je suis en train de dépenser une masse d'énergie pour faire bouger mon cheval, puis la plupart du temps, il va me regarder. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas clair. Jusqu'au moment où la personne va dire, OK, c'est ça que j'attends de toi, tu vas là, pour telle raison, parce que, qui sont personnelles. Et là, à ce moment-là, on voit le cheval qui bouge, mais la personne a dû consommer énormément moins d'énergie pour pouvoir le faire. Puis après, on peut travailler des termes comme, et comment est-ce qu'on célèbre ça? Comment est-ce que tu encourages ton personnel, ton équipe, ton client? Le cheval, il a besoin de ça. Il a besoin que tu lui dises, OK, tu as fait une belle job, tu as compris ce que je t'ai dit. Au plus tu vas lui dire ça, au plus il va être intéressé d'apprendre avec toi. Donc, juste par ce petit exercice-là qu'on fait d'entrée de jeu souvent dans nos ateliers, ça donne déjà une masse d'informations pour la personne en elle-même, si ça se fait en équipe, pour le reste de l'équipe par rapport à c'est quoi mon style authentique. Parce que tant que tu n'es pas dans l'authenticité, le cheval ne te suit pas. Tant que tu es dans tes peurs, le cheval ne te suit pas. Tu peux pas angliciste, là, mais framer. Non. Tu peux pas faire semblant, là. C'est impossible, là, tu sais. Puis
Puis en fait, ce que j'aimais de votre équipe, c'est que tu nous laisses à nous-mêmes tant qu'on ne comprend pas. Un petit peu, oui. C'est comme, tant qu'on ne comprend pas, c'est comme essayer. Puis là, tu es comme, mais voyons, je ne comprends pas, je fais tout, tu sais. Mais combien de fois dans nos vies, on a l'impression de tout faire, on dit ça à notre conjoint, mais voyons, je fais tout, puis tu n'es pas content, puis tu n'es pas, tu sais. Oui. Alors, de revenir peut-être se connecter aux bases, aux fondations, revenir à l'essentiel, ralentir, se connecter, les besoins de l'autre. Puis je pense que, puis on est... Est-ce que tu es d'accord, Anouk, que en tout cas, moi, je le vois, la tendance des 10 prochaines années est à la connexion, à l'authenticité, à revenir à « t'es un humain, OK, oui. t'es qui, puis les wow, puis tout ça, là, c'est comme ça n'a plus sa place, tu sais, c'est comme il y a tellement de choses qui se passent dans le monde actuellement aussi. Tout à fait d'accord avec toi. Puis on le voit. On voit vraiment le shift dans les entreprises. On voit que les anciens modèles sont encore présents. On peut pas nier qu'ils ont disparu de toutes les entreprises. Mais dans les entreprises où les anciens modèles plus dominants, plus... j'aime pas beaucoup utiliser ce mot masculin, c'est l'énergie masculine. C'est pas pour ça que c'est exercé uniquement par des hommes, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais c'est cette énergie-là, ça marche plus. Oui. Ça marche plus. Et donc, effectivement, de plus en plus d'entreprises réalisent, OK, l'humain doit revenir au centre et un autre type de leadership. Oui. Puis en même temps, tu sais, il y a comme eu une mode il y a 3 ans de la culture d'entreprise. Puis là, mais là, on a fait plein de wouhou pour la culture d'entreprise. Mais là, je pense là, on descend dans un niveau de profondeur par rapport à le besoin de connecter, puis le leader de demain. Puis, tu sais, j'aime toujours cette phrase-là qu'on dit, le leader ne quitte pas, les gens ne quittent pas une entreprise, mais ils quittent pour les gens pour qui ils travaillent. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est une question d'inspiration, puis d'être... Puis ce que j'ai compris dans l'exercice, c'est qu'il faut juste que tu sois toi. Oui. Ralentis, là. Moi, pour moi, ça a été difficile juste de... J'appelle ça changer de gear, là. Oui. C'est comme il fallait que je descende de 3 niveaux. Mais tu sais, juste pour me connecter. Oui. Puis là, c'est là que tu retrouves comme une paix intérieure. C'est simple. Oui. Mon Dieu que c'est simple. C'est pas compliqué. Puis tu as beaucoup plus de plaisir à faire ce que tu fais. Oui. Et c'est beaucoup plus compréhensible pour l'autre. Oui. En même temps. Plus compréhensible. C'est clair. Oui. Oui. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et qu'est-ce que tu recommanderais aux gens, tu sais, peut-être des gens qui n'ont pas le temps, les moyens d'aller voir Wasabi, qu'est-ce que tu recommanderais comme exercice, tu sais, parce que toutes ces années-là d'évolution du leadership, tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, là, moi, je le sais, là, que je suis là, dans le piton, là, je suis en hyper-croissance. Qu'est-ce que tu me recommandes de faire? Puis je me le recommande à moi-même, je me le fais rappel pendant que tu me poses la question aussi. Oui. C'est réserve-toi dans ton agenda 1 période, 2 périodes par journée. Là. Oui. Pause. Tes mini pages blanches, là. Oui. Il n'y a pas besoin d'en faire une comme moi j'en ai fait il y a quelques années. Pas aussi grande et transformationnelle, mais c'est ça. Ça peut, là, c'est pas ça. Mais au minimum, c'est une fois par jour, là, on se pose. Puis pourquoi est-ce que je fais ça, là? Comment est-ce que je me sens dans qu'est-ce que je fais? Dans ce que je fais, c'est quoi l'impact sur l'autre aussi? Oui. C'est vraiment ce temps de pause-là, ce temps de connexion à soi. Oui. Et prenez-le comme vous voulez. Pour toi, ça peut être un moment de méditation. Pour quelqu'un d'autre, ça peut écrire dans un journal. Pour quelqu'un d'autre, ça peut prendre une marche en forêt. Ça n'a pas d'importance. Mais ce temps de pause-là, arrêtons de courir sans arrêt. Puis je me le rappelle régulièrement à moi aussi. Je me le rappelle régulièrement, c'est drôle. Parce que je suis en train de faire justement la traduction de mon 3e livre. Et c'est un livre de Warren Ruston qui a écrit The Leader Within Us. Et en fait, c'est vivre une vie intentionnelle. C'est l'essence même du livre puis du message. Et ce que Warren, à la fin, explique un peu sa routine à lui. Et il dit, je me permets 2 heures par jour où je ferme mon bureau, je coupe l'électronique, puis je suis assis avec moi-même. Oui. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont dire, moi, je fais pas de la méditation, mais je cours, par exemple. Non, il faut que tu t'occupes de ton mental, de ton esprit agité, tu sais. Ça veut pas dire faire zen, puis, tu sais, tu manges, tu sais, c'est comme, c'est plus ça, là, tu sais. C'est vraiment de se connecter à soi, puis je pense que c'est une réalité. Puis, moi, je pense que Wasabi Coaching, c'est le meilleur moyen pour quelqu'un qui n'arrête pas comme moi. C'est le meilleur moyen. C'est comme si ça accélérait mon processus de compréhension, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont le dire, oui, il faut que je fasse
fasse attention, faut que. Oui. Mais d'avoir l'espèce de vivre, de vivre l'expérience, ça change tout. Autre chose qui te vienne en tête, qu'on devrait partager à l'auditoire, justement, des gens pressés, des gens qui n'arrêtent pas? Reconnectez-vous à la nature. Oui. Vraiment, vraiment. Regardez, plutôt d'aller chercher des nouvelles formations top, Dieu sait où, regardez la nature, observez, prenez le temps de la regarder. Mettez-vous face à un troupeau de chevaux, pas spécialement chez Wasabi, là. Allez, il y en a plein en Estrie ou n'importe où. Posez-vous et regardez. Et prenez ce temps-là de regarder comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a à apprendre, nous, finalement, les humains? La nature, elle survit tout le temps. Oui. Elle prospère tout le temps. Elle évolue, elle s'adapte. Elle utilise les ressources de manière optimale. Elle les use pas. C'est vraiment l'économie circulaire. Pour eux, c'est logique. Oui. Donc, pour nous, qu'on soit entrepreneur ou pas, ça n'a pas d'importance. Posons-nous et regardons. Là, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Ça va rejoindre les deux bouts, de se poser, de ralentir et d'apprendre. Et d'apprendre. Puis la nature, je pense que la pandémie a amené ça, son lot de besoin de connecter avec la nature. Puis c'est prouvé partout que quand tu connectes avec la nature, on a beaucoup à apprendre. Oui. Et en passant, moi, j'ai un ravage de chevreuils qui vit sur ma maison, sur mon terrain. Ils sont 15. Wow. Ils viennent à toutes les années, aux alentours de février. Et j'y vois le matin. Puis là, il y en a qui sont couchés là. Puis là, je suis capable de voir le dominant, le voir là, tu sais. Alors, je les vois tous les comportements. Ils marchent très tranquillement pour garder leur énergie. Oui. Tu sais, puis ils te regardent. Fait que, tu sais, il y a quelque chose comme... La seule chose que j'aime pas, c'est qu'ils mangent toutes mes arbres, par exemple. Ça, c'est moins drôle. Oui. Au début, j'ai trouvé super beau. Là, j'ai trouvé encore beau. J'essaie de me connecter avec la nature. Mais non, je fais des blagues. Mais ça, c'est dit. Et là, en fait, tu as fait tout ce virage-là, Anouk, parce que tu as vraiment... Une mission, une raison d'être très forte personnelle qui est arrivée. Tu as eu ce flash-là. Il y a Wasabi Coaching, mais là, tu t'en vas vers une fondation aussi également. Puis ça, je trouve ça honorable pour être sûr d'avoir un impact sur la nature positif, faire du changement. Fait que j'aimerais ça que tu me parles de la fondation Wasabi. Oui, merci. Oui, c'est un projet que je porte depuis, ça fait 7 ans que Wasabi a été créé. C'est un projet de la fondation, ça fait 7 ans que c'est déjà écrit là qu'on veut le faire. Mais il faut que je me regarde un petit peu, que je me pose de temps en temps pour le faire aussi. Mais cette année-ci, on va y aller, on va le faire. Alors, la Fondation Wasabi, elle va avoir 3 missions différentes. La première, c'est sûr qu'on le fait déjà au cœur de Wasabi. C'est-à-dire que nos chevaux, j'ai pas été chercher des chevaux les plus beaux, les plus forts, les plus compétitifs, etc. On a un principe que les chevaux qui sont chez nous sont des chevaux qu'on adopte, qui sont dans des situations difficiles, qui ont été soit maltraités, soit abandonnés, soit des problèmes physiques, etc. Et ces chevaux-là, souvent, ils sont envoyés à l'abattoir. OK. Je trouve ça vraiment dommage, parce qu'ils ont tellement de choses à apprendre. C'est pas un jouet qu'on jette à la poubelle quand on a fini de jouer avec. Donc nous, notre espace, c'est un espace où on leur offre en fait un espace de pouvoir vivre jusqu'à la fin de leur jour, tout en ayant une mission. Ils ont besoin, comme nous. Donc ils adorent travailler avec l'humain. Dans la fondation, on va pouvoir en fait adopter d'autres chevaux, d'agrandir en fait notre troupeau éventuellement sur un autre site. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que on le fait déjà aussi au cœur de Wasabi, c'est qu'on offre en fait nos ateliers à des groupes de personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir le faire. En particulier, je suis une femme leader, donc c'est sûr que mon cœur va un petit peu vers le développement des femmes. Donc on travaille avec différentes associations pour en fait intervenir, que ce soit des femmes qui ont été battues ou des femmes qui ont été sans domicile fixe pendant des années, qui ont été suivies en thérapie. Je note bien la différence, j'aime beaucoup insister sur la différence. Ce que nous on fait, c'est pas du tout de l'équithérapie, c'est un tout autre domaine. Ce que nous on fait, c'est du coaching, donc elles ont fait leur thérapie, mais elles sont prêtes à reprendre un travail ou à développer leurs propres entreprises. Et donc nous, on les aide au travers d'ateliers qu'on leur offre entièrement gratuitement pour développer leur leadership et leur confiance en elles. C'est quelque chose que je veux faire de plus en plus, c'est quelque chose que je veux faire avec les jeunes aussi. Les jeunes en ont tellement besoin aussi. D'enlever tous ces schémas qu'on leur met dans leur tête. La pression sociale qu'ils ont, c'est incroyable. Oui. Ils ont tellement de talent, ils ont tellement de potentiel, ils sont tellement des belles personnes. Moi, ça me ravage le cœur de les voir comme ça. Donc, si je peux contribuer à ce qu'ils aillent mieux,
Et à ce qu'ils deviennent des magnifiques leaders demain, ben, je veux le faire et je veux le faire au travers de la fondation. Donc, c'est vraiment des choses qu'on veut continuer, qu'on veut développer de plus en plus. Oui, pour donner au suivant, tu sais, assurer d'avoir un suivant, oui, meilleur humain, meilleur demain, meilleur... Et une chose qui est importante aussi qu'on n'a pas mentionnée, mais tu es capable de prendre des chevaux plus vieux ou plus âgés parce qu'on ne monte jamais les chevaux. Fait que, tu sais, juste la nuance aussi d'expliquer ça, là, tu sais, c'est que... Oui, merci de l'apporter ça. Effectivement, nous, c'est vraiment tout est dans leur relation. Oui. Dès le moment où on monte sur le cheval, ben, c'est complètement différent. C'est autre chose. Donc, il n'y a aucun de nos chevaux qui n'est monté. Oui. Et vous, quand vous venez travailler avec nous, vous ne montez jamais les chevaux. En fait, c'est vraiment tout dans la relation. Donc, effectivement, ça nous permet de prendre des chevaux qui ont un petit peu mal au dos, ou qui ont un petit peu mal à une patte ou quoi que ce soit, puisqu'ils ne doivent plus supporter sur leur dos un humain, mais vous n'allez en général jamais remarquer qu'ils ont ces petits soucis-là parce qu'ils vivent librement. Librement, ah oui, ils sont vraiment... Puis c'est vrai que j'ai eu un crush pour Pico, là, il était vraiment... Y a-t-il autre chose que tu voudrais discuter, partager avec nos auditeurs? Est-ce qu'on a quelque chose qui te vient en tête? Ben écoute, le seul petit élément que je voulais encore ajouter par rapport à la fondation aussi, c'est que le cheval est probablement un animal qui est très méconnu encore. C'est vrai. Donc, il y a un système, je pense, qu'on pourrait mettre en place pour faire connaître qui est cet animal, qui a une intelligence qui est proche du dauphin aussi, donc, parce que ça, c'est plus connu chez nous, les humains. Donc, le troisième pilier de la fondation, c'est de commencer à aller partager. C'est qui cet animal? Puis, c'est quoi la sensibilité de cet animal pour aussi, en fait, pouvoir faire qu'il est traité un petit peu différemment. Qu'il soit un petit peu moins... maltraité ou traité parce qu'on n'a pas la connaissance de qui il est vraiment. La compréhension de cette bête-là qui peut être beaucoup plus qu'on pense. Là. Exactement, exactement. C'est ça. Quand tu vois des horreurs, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il y a beaucoup d'horreurs qui se font encore. Donc, tu sais, on va partir en croisade au travers de la Fondation pour ces 3 piliers-là. C'est magnifique. J'adore ça. Et je soulignerais ta clarté de vision. M'impressionne, Anouk. Je trouve ça vraiment bien. Non, mais d'être dans un... Tu sais, parce que la pandémie n'a pas été facile. Hein? On sait que vous avez eu tous ces éléments-là, mais de dire, je profite de ce moment-là pour partir la Fondation parce que c'est l'essence même de ce que je veux, vers où je vais aller créer. Alors, j'ai juste le goût de dire longue vie à Wasabi Coaching. mais merci énormément. Merci à toi de ton passage ici. C'est vraiment apprécié. Je suis sûre qu'on va en aider plus qu'un, puis je suis sûre qu'il va y avoir des belles équipes qui vont aller te voir. Je vous le dis, là, essayez-le, là, c'est extraordinaire. C'est une expérience unique dans une vie que toutes les équipes de direction devraient absolument faire. Mais écoute, merci énormément, mais merci d'être venu chez nous tout d'abord et puis de m'avoir invitée aussi aujourd'hui. Vous êtes une équipe formidable et toi, tu es une femme très inspirante pour moi. Donc, merci énormément. Merci à toi, Annie. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.